fluctuante de la société par rapport à l'alcool et par rapport au sujet alcoolique. Mais la recherche progresse, comme tu l'as signalé, et on a la chance d'avoir Michael Nassila, donc qui va nous faire l'état des lieux en ce qui concerne la recherche, justement pour lutter contre les problèmes d'alcool, la dépendance à l'alcool, les produits qui existent déjà, comment ça fonctionne, et surtout qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux s'il est possible d'espérer mieux, et en particulier à partir de la molécule dont tu viens de parler, le baclofène, pour lequel il y a évidemment une très très grande publicité. Il y a peut-être aussi d'autres ouvertures, n'est-ce pas, Michael? Michel, merci beaucoup. Merci à l'IREB de m'avoir invité à venir vous parler ici de la recherche préclinique. Alors j'adore également intervenir au cours de symposiums dans lesquels on mélange un petit peu les aspects cliniques et précliniques. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier que toutes les molécules qui sont actuellement sur le marché, et ça prévaut notamment pour l'alcoolodépendance, ont démontré initialement leur efficacité dans les modèles animaux. Le baclofène, par exemple, dans mon laboratoire, on avait déjà montré dans les années 80 qu'il y avait une efficacité à diminuer la consommation d'alcool. Alors oui, j'ai la chance de diriger un groupe de recherche sur l'alcool et les pharmacodépendances qui s'appelle le GRAP, et nous travaillons beaucoup au développement de modèles animaux, mais mon laboratoire n'est pas du tout déconnecté de la clinique, puisque nous avons, par exemple, un hépatologue qui travaille sur des nouveaux traitements de l'hépatite alcoolique aiguë sévère notamment, et puis j'ai également des psychiatres, donc nous avons accès ici à des populations de malades alcoolodépendants, et ça aussi c'est important quand on travaille sur l'animal, c'est de ne pas être déconnecté et qu'il y ait un échange comme ça entre la clinique et la préclinique et inversement. Alors je suis désolé, je n'ai pas en fait fait le choix de vous faire une revue de la littérature, j'ai plutôt choisi de prendre 4 exemples de travaux très récents de mon laboratoire avec 4 molécules, vous allez voir, qui ont des cibles d'action très différentes, mais qui sont fortement intéressantes. Alors ce n'est pas du tout non plus la course à la molécule, même si bien évidemment c'est un intérêt très important à l'heure actuelle. L'idée des modèles animaux, c'est également de bien comprendre la maladie et d'essayer, un enjeu à l'heure actuelle, vous le savez, on en a parlé un petit peu hier, c'est de comprendre comment un individu, finalement, va perdre le contrôle de sa consommation. Alors, je vais commencer un petit peu frontalement mon introduction. C'est vrai qu'une des particularités quand même, et tous ceux qui travaillent sur l'alcool le savent bien, quand on essaye de modéliser la maladie, c'est très compliqué en fait d'arriver à faire en sorte qu'un animal perdre le contrôle de sa consommation, boivent des quantités importantes, qui sont bien sûr une des caractéristiques dans la maladie. Donc bien évidemment, ce que nous faisons assez simplement dans tous les laboratoires, c'est de donner le libre choix, un libre accès à une solution d'alcool. En général, les concentrations vont de 3, 6, 10, 20, 30% par exemple, et on lui donne, vous voyez ici, il y a le choix, il y a de la nourriture à volonté et puis de l'eau. Et puis, on a adapté ce paradigme. On peut, par exemple, donner accès à différentes solutions alcoolisées. Donc, l'animal peut lui-même aller, de son propre gré, choisir la solution qui lui convient le mieux. Le seul souci dans ce protocole, si vous utilisez un animal qui n'a pas été sélectionné pour sa préférence ou son appétence pour l'alcool, vous n'allez pas arriver à des niveaux de consommation suffisants pour atteindre un état de dépendance. Je vais en reparler par la suite. Simplement pour vous donner donc une idée, voilà comment ça se passe. On met un animal qu'on isole, bien évidemment, puisqu'on a besoin de mesurer sa consommation d'alcool pur, ici par jour ou par heure si l'accès est limité, et on rapporte ça à son poids corporel. Alors un des moyens qu'on a trouvé par exemple assez récemment pour faciliter par contre la consommation d'alcool d'un rat adulte, c'est d'avoir exposé l'animal pendant la période d'adolescence à des intoxications alcooliques répétées. Ça fait l'objet d'une publication récente où on s'est aperçu que les animaux qui ont été exposés à des intoxications alcooliques répétées à l'adolescence, à l'âge adulte, ont tendance à perdre le contrôle sur leur consommation d'alcool, puis vous voyez progressivement, dans un paradigme particulier où on donne accès à l'animal ici à une solution d'alcool 20%, donc assez concentré, un goût que l'animal n'aime normalement pas trop, il n'aime pas trop l'alcool très concentré et puis également l'odeur de la solution. Mais vous voyez ici que de semaine en semaine, l'animal perd le contrôle et augmente sa consommation pour atteindre ici des niveaux de l'ordre de 4 grammes à 5 grammes d'alcool pur
par kilo de poids. Donc si vous faites un petit peu la correspondance, vous voyez un petit peu les niveaux qui sont atteints, et ça j'en reparlerai par la suite. Et puis un animal qui au départ ne préfère pas du tout la solution alcoolisée, vous voyez que de semaine en semaine, eh bien, il atteint ici 50%, bon, on n'a pas continué mais c'est assez linéaire, il devient littéralement alcoolopréférant. Donc voilà, ça c'est un des paradigmes les plus simples, vous mettez un animal dans une cage et vous lui donnez accès à de l'éthanol. Alors oui, simplement une donnée importante quand on travaille sur l'animal, tout bon chercheur sur l'alcool le sait, si on veut comparer le rongeur à l'homme, une donnée importante, c'est que la vitesse d'élimination de l'alcool chez le rat est beaucoup plus importante. On estime qu'elle est 4 fois supérieure à celle de l'homme. Donc simplement pour vous donner une petite idée, vous voyez ici qu'un rat qui boit 6 grammes d'alcool pur par kilo de poids et par jour, ça serait équivalent chez l'homme à 1,5 g par kilo, une centaine de grammes pour une personne de 70 kg, soit 10 à 11 verres d'alcool par jour. Puis vous voyez, ça devient ici assez intéressant. Si on atteint des niveaux de 16 grammes par kilo par jour, ça serait équivalent ici à 28 verres. Bon. Alors, un autre modèle de choix qui est utilisé dans tout bon laboratoire qui travaille sur l'addiction, c'est un modèle d'auto-administration opérante dans lequel, cette fois-ci, l'animal ne va pas simplement aller boire quand il veut un biberon, mais on va le faire travailler pour obtenir une drogue. Et en fait, ce système, on peut remonter un petit peu loin dans l'histoire, hein. On voit ici une ancienne expérience dans les années 50 par Holz et Milner qui montrait quoi? Eh bien que lorsque vous implantez une électrode de stimulation directement dans le cerveau de l'animal, et en fait il a la possibilité de se stimuler en entraînant une décharge électrique au niveau cérébral en appuyant sur un levier, eh bien on a constaté que lorsque cette électrode est implantée bien spécifiquement dans certaines structures cérébrales, eh bien l'animal ne passe le plus clair de son temps qu'à travailler pour s'auto-stimuler. C'est là qu'est apparue un petit peu l'idée d'un circuit cérébral de la récompense. Et on a trouvé à l'époque notamment que ça marchait bien en implantant cette électrode dans une région importante dans le circuit des addictions qui s'appelle l'aire tegmentale ventrale, où vous avez des neurones dopaminergiques qui produisent de la dopamine. Donc l'animal ici s'inflige un jeûne fatal, il ne va plus manger ni boire. Ça, c'est assez puissant comme système. Et finalement, maintenant, dans l'addiction, on a adapté un petit peu ça. Alors, juste pour vous montrer ici une image de ce qu'on fait dans notre laboratoire, on a une boîte dite d'auto-administration opérante, ou chambre de Skinner. Vous voyez que l'animal, il y a différentes conditions, mais ici, c'est la condition la plus basique que vous retrouverez dans la plupart des laboratoires, où l'animal, ici, a un levier dit actif, et à chaque fois qu'il appuie sur le levier, vous voyez que c'est associé à une petite lumière ici qui s'allume, et l'animal a accès ensuite à une solution alcoolisée. Vous avez un deuxième levier ici en général, dit inactif, c'est juste pour contrôler que l'animal n'a pas un problème. Ici, il ne va pas appuyer n'importe comment et n'importe quand sur les leviers. Alors ça, c'est le modèle le plus basique. Vous pouvez également avoir un autre système de distribution pour lui donner accès à de l'eau ou une solution sucrée ou que sais-je. Donc en fait, dans ce système, c'est assez simple. Le rat, c'est bien utile. Dans les laboratoires, c'est un modèle de choix, le rat et la souris. Le rat apprend assez vite qu'il va avoir ici une récompense, une drogue, en appuyant sur le levier. Donc il y a une petite période ici d'acquisition ou d'apprentissage. Vous voyez que de jour en jour, il appuie sur le levier pour obtenir la substance, et puis jusqu'à une stabilisation. Et ce qu'on peut très bien faire dans ce modèle, c'est, eh bien, une fois qu'il a atteint ce niveau de consommation, un beau jour, on lui enlève l'alcool. Vous voyez qu'il y a un petit effet rebond. Et puis, le fait d'avoir enlevé l'alcool, eh bien, l'animal va éteindre son comportement. Ça va assez vite, que ce soit pour la cocaïne ou pour l'alcool. En 2 semaines, l'animal apprend très très vite à ne plus appuyer. Il ne travaille pas pour rien non plus. C'est une période qu'on appelle d'extinction, ou on pourrait appeler ici d'abstinence, si l'exposition a été prolongée. Et puis, un beau jour, eh bien, vous pouvez induire ce qu'on appelle classiquement une rechute. Et la rechute, vous pouvez la déclencher assez facilement par 3 moyens. Soit vous lui redonnez accès gratuitement, je dirais, à la solution alcoolisée, ça va réentraîner le comportement d'appui, une réinstallation du comportement, ou bien vous pouvez induire cette rechute simplement par un stimulus qui a été associé ici à la prise d'alcool, simplement le fait de rallumer cette lumière. Vous voyez que c'est une rechute induite ici par le contexte, ça c'est aussi intéressant. Et puis le troisième moyen, c'est de lui infliger un petit choc électrique. On sait que le stress est un très bon agent pour précipiter la rechute. Donc vous voyez qu'on a un modèle ici assez pratique qui nous permet de voir travailler l'animal pour obtenir la drogue, étudier le phénomène d'extinction, accélérer l'extinction, ou bien ici prévenir la rechute. Donc assez classiquement, ça se passe comme ça. On voit un petit peu mieux sur la photo. Ce sont des sessions quotidiennes d'une trentaine de minutes. Ici, vous voyez simplement un levier actif-inactif. Il a accès, alors ça c'est variable, vous voyez dans l'exemple ici, 0,1 millilitre d'une solution d'alcool à 10%. Et puis ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va pouvoir faire un petit peu de behavioral economics,
c'est-à-dire voir quel prix est prêt à payer l'animal pour obtenir la drogue. Donc soit dans une condition assez simple, eh bien, au démarrage, il appuie une fois sur le levier pour obtenir la substance. Les sessions d'après, on peut augmenter la quantité de travail, par exemple 3 fois, il va falloir qu'il appuie 3 fois, ou bien 5 fois, en général, on se stabilise à ce niveau-là. Et puis également, ce qu'on peut être amené à faire, c'est un concept qu'on connaît bien, c'est faire travailler pour gagner autant. C'est-à-dire qu'au cours d'une même session, l'animal, à chaque fois qu'il aura eu accès à l'alcool, la fois d'après, il devra travailler de plus en plus. Donc sur une même session, au départ, il appuie 1 fois, puis 3 fois, puis 5 fois, puis 7 fois. Et on regarde à quel moment l'animal craque, c'est ce qu'on appelle le point de rupture. Et plus ce point de rupture est important, plus l'animal a un problème, il est fortement motivé pour obtenir la solution. Donc, vous voyez ici, dans ce protocole bien particulier, cela nous permet d'avoir une idée de la motivation de l'animal à consommer la drogue. Chose qu'on n'a pas du tout dans les paradigmes classiques où l'animal consomme l'alcool avec un petit biberon d'alcool. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce type de modèle? Un petit exemple qu'on vient de publier très récemment. Simplement, on s'est aperçu, j'ai un spécialiste au laboratoire qui a travaillé depuis de nombreuses années sur un facteur de croissance dérivé du cerveau qui s'appelle le BDNF, et on sait depuis assez longtemps que ce BDNF, maintenant, est capable, quand on l'injecte directement dans le cerveau, dans le striatum par exemple, de diminuer la consommation d'alcool. Il agit sur son récepteur au niveau des cellules neuronales, va induire de nombreuses réponses, et on arrive à une diminution de la consommation d'alcool. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on sait que l'alcool a le même effet. Une prise d'alcool va augmenter la production de BDNF, comme si on avait ici un frein, un autocontrôle, grâce à ce BDNF. Et puis on sait également, depuis quelques années, qu'en bloquant un récepteur du glutamate, qu'on appelle le récepteur NMDA, que vous devez tous connaître, puisque c'est une des cibles d'un des traitements préconisés à l'heure actuelle, qui s'appelle l'acamprosate, eh bien, en bloquant ce récepteur NMDA, on sait également qu'on a une production de ce facteur de croissance. Donc eh bien là, l'idée de ce projet, ça a été d'étudier un antagoniste des récepteurs NMDA qui s'appelle la mémantine et qui est déjà utilisé chez l'homme dans le cadre de la maladie d'Alzheimer. Alors on a été motivé à lancer ce projet au laboratoire parce qu'il y a très peu d'études convaincantes chez l'animal qui montrent très franchement l'effet de la mémantine sur la motivation à consommer de l'alcool. Et puis également les études cliniques chez l'homme ne sont pas très satisfaisantes à mon goût, donc on s'est dit on va essayer de revoir un petit peu tout ça. Donc l'hypothèse toute simple, vous voyez ici, on a regardé si la mémantine avait un effet sur la consommation d'alcool, et puis on s'est demandé si cet effet de la mémantine passait par cette voie du BDNF. Assez rapidement, voilà le résultat. Je suis désolé, c'est un petit peu chargé, mais très simplement, quand on injecte la mémantine avant ces sessions d'auto-administration, donc quand l'animal appuie sur le levier, vous voyez ici simplement qu'on a un bel effet d'eau, c'est-à-dire que la mémantine diminue le comportement d'auto-administration d'alcool. Et puis sur ce fameux point de rupture, vous voyez que ça diminue également la motivation à consommer de l'alcool. Ça, c'est quand on injecte la mémantine, donc 6 heures avant. Et puis, on a constaté également que quand vous bloquez ce récepteur du BDNF ou quand vous piégez ce BDNF, eh bien, on perd complètement l'effet de la mémantine. Donc là, il y a une belle démonstration, pour une fois, qui vous démontre également un des mécanismes d'action du médicament. On est allé voir en aval ce qui se passait dans la cellule. Et chose intéressante, on s'est aperçu également que 30 heures, la mémantine injectée 30 heures avant la session d'auto-administration est toujours capable ici de bloquer l'auto-administration d'alcool et de diminuer la motivation. Mais par contre, on perd ici cet effet si on bloque le récepteur du BDNF. Donc vous voyez qu'à court terme, finalement, il y a un effet intéressant de la mémantine qui passe par le BDNF, ce facteur de croissance neuronale, qu'on perd ici à plus long terme, bien parce que en fait, vous avez production, intervention d'autres effecteurs qui ont été mis en route assez précocement et qu'on ne peut plus arrêter ici 30 heures après. Alors simplement ici, je n'ai pas détaillé un petit peu ça, mais vous voyez que dans ce protocole, si vous n'avez rien fait auparavant, les rats consomment, ce sont des rats non consanguins, donc pas sélectionnés génétiquement. Vous voyez que les niveaux de consommation en 30 minutes sont finalement assez faibles, 0,3 à 0,4 grammes par kilo en 30 minutes. Alors juste pour vous donner une idée également très importante qu'il faut connaître quand on travaille sur l'animal, c'est qu'une bonne intoxication, il faut au moins atteindre 1 gramme par litre pour observer des signes d'intoxication, et en général, ça correspond à peu près ici à 1 gramme par kilo. Alors, on a essayé de voir, donc ça, ce sont plutôt des consommateurs dits modérés, je dirais, chez l'animal, et on s'est dit, mais qu'est-ce que ça donne chez un gros buveur? Donc là, cette fois-ci, on a utilisé le protocole de biberonnage que je vous ai montré précédemment. On a mis une solution d'alcool à 20% un jour sur 2, ça a déclenché chez eux une petite perte de contrôle, et on arrive, vous voyez, cette fois-ci, à multiplier le niveau de consommation par au moins 2 à 3, ces animaux, cette fois-ci en 30 minutes,
consomment entre 1 et 1,5 g d'alcool pur par kilo de poids. Et vous voyez que la mémantine est efficace, même chez des gros buveurs, ici, à injecter 6 heures avant ou 30 heures la session. Et ce qui est intéressant également, ce qu'on nous demande maintenant assez régulièrement, c'est de montrer que c'est spécifique ou non de l'alcool. Vous voyez simplement ici une expérience contrôle où on a testé l'effet de la mémantine sur l'auto-administration de glucose. Et vous voyez qu'il n'y a aucun souci, la mémantine n'a aucun effet sur l'auto-administration de sucre, je dirais. Alors, maintenant, le problème, je ne vous ai pas dit que mes rats étaient alcoolodépendants, parce que là, le souci, c'est que quand même, la dépendance, il y a un DSM-5 qui arrive avec 9 critères, etc. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'au maximum, notre modèle animal ressemble à ce qu'on voit chez l'homme. Alors, c'est assez compliqué. Depuis très longtemps, on dit qu'on a l'habitude de dire qu'on n'a pas le modèle d'addiction, mais on a des modèles qui nous permettent de modéliser certains aspects de la maladie. Alors là, je vais vous montrer quand même que il y a eu des progrès quand même assez intéressants qui ont été faits dans l'addiction à l'alcool. Et une des difficultés, bien évidemment, c'est qu'on veut modéliser ici un comportement typiquement humain. Alors l'animal, oui, on me demande souvent pourquoi le rongeur, par exemple. Alors, je vous l'ai démontré, là, on arrive à faire en sorte que l'animal, quand même, arrive à boire une certaine quantité d'alcool, donc il y a une validité dite d'apparence. Ensuite, au niveau cérébral, bon là, malheureusement, c'est un chien, j'ai pas mis un rat ou une souris, mais on est bien content parce que chez le rongeur aussi, on a un circuit cérébral de l'addiction et de la récompense, donc ça peut nous renseigner sur les mécanismes dans l'addiction. Et puis, ce qu'on veut, bien évidemment, d'un modèle, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous montrer qu'on teste des molécules, donc ce qu'on veut, c'est que le modèle soit prédictif, ce qui marche chez l'animal, ça doit marcher chez l'homme. Alors, l'addiction, en 2 mots, la vue du neurobiologiste, mais bien sûr qu'il y a pendant clinique, c'est une maladie chronique, donc il faut avoir consommé de l'alcool à une certaine quantité et pendant une durée suffisante. Hautement récidivante, donc on doit être capable également de modéliser les aspects de rechute, ce qui pose la question de l'efficacité des traitements. Alors on peut voir également, mais ça c'est assez classique dans l'alcoolodépendance, un phénomène de tolérance. Il va falloir boire de plus en plus pour continuer à ressentir les effets. Et une fois que vous avez atteint un certain niveau de consommation d'alcool, eh bien, quand vous arrêtez de consommer d'alcool, on doit avoir du sevrage, un syndrome de sevrage. On doit avoir une perte de contrôle de la consommation, l'idée de craving également. Donc ça, on peut le voir également sur, notamment quand on dit de la rechute. Quels facteurs vont précipiter la rechute chez l'animal? Un facteur important aussi, c'est la compulsion. Et je vais vous montrer qu'on est capable de voir une prise compulsive d'alcool chez l'animal. Malheureusement, je regrette, David Belin devait nous en parler hier, mais je n'ai pas eu son point de vue là-dessus. Une chose importante, bon ça c'est pas facile à voir dans les modèles, mais c'est vrai qu'une fois qu'on est dépendant, on a un intérêt vraiment centré sur la substance, et ça se fait au détriment de nombreux autres comportements. Et puis bien évidemment, même chez l'animal, on arrive à le modéliser, c'est un état émotionnel négatif. On parle notamment, dans les modèles animaux à l'heure actuelle, d'une importance de l'axe du stress, par exemple, lors des épisodes de sevrage. Bon, alors ça, ce sont tous les critères qu'on devrait essayer de retrouver dans nos modèles. Alors, le seul moyen finalement efficace qui a été trouvé pour atteindre des niveaux d'intoxication suffisantes, et à l'époque, l'idée c'était de modéliser le syndrome de sevrage, eh bien, j'aime à citer régulièrement le professeur Bernard Le Bourris, qui, dans les années 70, a lancé cette idée du modèle d'intoxication par voie pulmonaire. Alors malheureusement, les Américains ont beaucoup travaillé ensuite sur ce modèle. On croit que ce sont eux qui ont tout inventé, mais pas du tout. C'est un peu comme le syndrome d'alcoolisation fétale. On croit que ça a été découvert aux États-Unis, mais pas du tout, c'est en France. Et donc également, on a eu la chance, puisque moi aussi j'ai fait une thèse de science qui a été financée par Pernod Ricard, donc avec les travaux de Gilles Offreur, mais également du docteur Boger, qui ont beaucoup travaillé à la caractérisation de ce modèle. Alors dans ce modèle, il se passe quoi? Eh bien, c'est assez simple. Vous hébergez vos animaux dans des enceintes étanches où les animaux reçoivent l'alcool par voie pulmonaire. Donc on vaporise de l'alcool dans ces enceintes. On augmente ça progressivement au départ, oui, 25 pour atteindre 40 mg par litre d'air. Alors au départ, le modèle a été développé en alcoolisation continue. Les animaux recevaient ces vapeurs d'alcool 24 heures sur 24. Et au bout de 4 semaines notamment, on avait des animaux dépendants. Maintenant, le modèle a un petit peu évolué. On a introduit cette notion de sevrage épisodique pour coller un petit peu plus à la clinique. Donc vous avez une exposition ici en général de 12 à 14 heures par jour. Et puis, on sait très bien maintenant dans ce modèle qu'il faut au moins 7 semaines d'intoxication chronique et intermittente dans ces enceintes pour induire une perte de contrôle de la consommation d'alcool.
Alors ce modèle, il est bien pratique puisque finalement c'est du j'allume, j'éteins, je contrôle exactement le niveau d'exposition et la durée d'exposition des animaux, j'atteins des alcoolémies élevées, je vous ai mis ici en général. Pendant ces 14 heures par jour, ils ont 1,5 à 2,5 grammes par litre d'alcool dans le sang, mais on peut monter plus haut, hein, si on veut 4 ou 5 grammes, il n'y a pas de souci. On peut observer, donc c'est un des rares modèles où on peut observer un syndrome de sevrage avec des crises convulsives, un état d'anxiété, une forte réactivité au stress. Ce qui est intéressant, je vais vous le montrer, c'est qu'on a une très forte augmentation de la motivation à s'auto-administrer des solutions d'alcool et très concentrée. L'animal va travailler très fort pour obtenir des solutions de 20 à 30%. Il peut atteindre des alcoolémies en 30 minutes, cette fois-ci de 1 à 2 grammes par kilo également. On peut étudier la rechute et le phénomène de craving. Ce qui avait été montré à l'époque par le docteur Françoise Bouget, c'est qu'on avait une perturbation également du cycle nictéméral, c'est-à-dire que ces animaux vont avoir tendance à consommer nuit et jour. Ça, c'est assez intéressant. Et puis, quelque chose d'intéressant dans la compulsion, c'est que l'animal va continuer à consommer de l'alcool en dépit de punitions. Alors, on peut simplement rajouter quelque chose de très désagréable dans la solution d'alcool. Les Anglais parlent d'adultération, mais on peut ajouter par exemple de la quinine. Et l'animal, une fois qu'il est dépendant, lui, va continuer à consommer de l'alcool, même si vous mettez de la quinine dans la solution. Ou bien ici, encore pire, si vous associez la prise d'alcool à un choc électrique, eh bien l'animal dépendant va continuer à s'auto-administrer l'alcool en dépit du choc électrique. Donc simplement, ça ici, c'est travailler plus pour gagner autant. Finalement, on augmente sur une même session la quantité d'appui nécessaire pour avoir l'alcool. Vous voyez ici que c'est ce fameux point de rupture. Et on voit qu'il augmente très fortement ici pour les animaux en noir alcoolodépendants. Donc ici, en blanc, vous avez les animaux témoins qui n'ont pas été exposés aux vapeurs d'alcool. Et vous voyez ici qu'un animal dépendant, finalement, est prêt à payer beaucoup plus cher une solution fortement concentrée en alcool. Finalement, il aime bien les solutions fortement concentrées. Alors, on a constaté également récemment, et ça, ça colle un petit peu avec ce qu'on observe en clinique, c'est que nos animaux alcoolodépendants ont tendance également à fortement préférer les solutions sucrées. Ça aussi, c'est intéressant. Alors, simplement ici, pour imaginer la prise compulsive, vous rajoutez de la quinine. Simplement ici, c'est la variation de la consommation de la solution alcoolisée si vous rajoutez de la quinine. Un animal non dépendant, ici en gris, vous voyez que vous avez diminué assez facilement aux faibles doses de quinine sa consommation d'alcool. L'animal non dépendant, lui, il va falloir aller très très loin en concentration de quinine pour arriver à faire diminuer sa consommation d'alcool. Donc ça aussi, c'est une notion importante, la prise compulsive, qu'on peut faire finalement très simplement, ici, en ajoutant de la quinine à la solution alcoolisée. Une expérience très intéressante qui n'est pas encore publiée mais qui a été présentée à un congrès récemment au Japon, c'est l'idée du choc électrique. Simplement ici, on arrive à faire rechuter les animaux et ici, quand vous leur remettez à nouveau à disposition l'alcool avec un choc électrique, vous voyez que l'animal alcoolodépendant, lui, va continuer à consommer de l'alcool alors que le non dépendant, ici, lui, il diminue sa consommation d'alcool. Il va falloir infliger un choc électrique avec une intensité plus importante chez ces animaux dépendants pour les faire arrêter de consommer de l'alcool. Là aussi, on a encore un bel exemple de prise compulsive du produit. Donc voilà, je vous ai expliqué la procédure, c'est ce qu'on fait maintenant en routine au laboratoire, et je suis bien content parce qu'on est capable au même moment maintenant, j'ai 2 armoires, on peut générer 80 animaux au même moment. Donc là, je pense qu'on devient assez compétitif par rapport aux Américains. On peut tester plein de molécules et aller explorer ce qui se passe un petit peu dans le cerveau. Donc classiquement, les animaux apprennent l'auto-administration, passent dans ces enceintes d'inhalation. Et puis, 2 choses intéressantes, on va tester l'effet d'une molécule pendant le sevrage aigu, à 6 heures. On attend que l'alcoolémie retombe à 0 et on regarde leur niveau d'appui sur les leviers et combien d'alcool ils consomment. Et puis également, on peut faire une extinction, simuler ici l'abstinence, et puis induire une rechute. Et donc, on peut tester également une molécule, soit lorsqu'elle est administrée juste avant la rechute, ou bien on peut également l'administrer de manière chronique ici et voir si on peut diminuer la rechute. Encore une étude très récente, en 2011, on a montré par exemple que le milnacipran, qui est également utilisé chez le patient alcoolodépendant, notamment s'il y a une dépression, et bien ici est très efficace chez nos rats alcoolodépendants. Et vous voyez qu'il faut monter un peu plus fort ici chez les rats témoins pour avoir un effet. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et puis, on avait montré que le milnacipran, ici à 10 mg kg, est capable de bloquer la rechute ici chez les rats alcoolodépendants. Très bien. Un autre résultat assez récent, c'est un agoniste des récepteurs A2A de l'adénosine. L'adénosine nous intéresse beaucoup, on l'a évoqué tout à l'heure, tout simplement parce que l'alcool, on sait que ça augmente la disponibilité de l'adénosine dans le cerveau, qui agit sur 2 types de récepteurs, et notamment celui qui nous a intéressé ici, c'est un récepteur A2A d'adénosine, qui est très fortement
concentré dans les régions impliquées dans l'addiction, et puis on avait également une hypothèse à tester. On sait plutôt que dans ce système adénosinergique, le récepteur A1, qui est plutôt localisé sur des neurones GABAergiques à dynorphine, est impliqué dans l'aversion, alors que le A2A qui nous intéresse ici est plutôt impliqué dans les effets positifs récompensants, et il est localisé sur un autre type de neurones GABAergiques. Et c'est une vieille histoire au laboratoire, mais on avait montré que les souris qui n'expriment pas ce récepteur A2A de l'adénosine ont tendance à avoir une forte consommation d'alcool, tout comme si le récepteur A2A augmentait, exerçait un frein sur la consommation d'alcool. Et nous l'avons testé simplement ici, très rapidement le résultat. On voit très bien que cet agoniste A2A est très efficace ici chez les rats alcoolodépendants, comparativement ici à son efficacité chez un rat témoin. Donc vous voyez, c'est aussi intéressant de tester ça. Et je vais conclure assez rapidement sur un autre type de molécule qui ouvre un nouveau champ. Ici, vous voyez qu'on est assez ouvert dans le champ des addictions. On ne teste pas les molécules sur un seul système de neurotransmission, mais on s'intéresse ici à un champ dont on a beaucoup entendu parler pendant ce congrès, qui est l'épigénétique. Vous savez que maintenant, l'expression de nos gènes n'est pas simplement contrôlée par exemple, une mutation de notre séquence d'ADN, mais vous avez des modifications biochimiques directement de la molécule d'ADN, ou bien des protéines sur lesquelles s'enroule notre ADN. Et ça, on sait que les drogues, et l'alcool par exemple, peut modifier chimiquement ces molécules et jouer donc sur l'expression des gènes, tout comme peut le faire notre environnement. Et ça va avoir une incidence sur notre physiologie de comportement. Et puis, il y a de plus en plus de recherches à l'heure actuelle sur les pathologies psychiatriques relativement à ce champ. Alors assez simplement, l'alcool, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on sait que l'alcool est un inhibiteur d'une enzyme qui intervient dans ce degré de compaction de l'ADN qui fait que des gènes vont être plus ou moins exprimés. Et donc nous, simplement, je vais vous montrer l'exemple d'une molécule. On en a testé plusieurs, mais c'est celui sur lequel on a fait le plus d'expérimentations, qui s'appelle le butyrate de sodium, qui est également un inhibiteur de cette enzyme, qui va donc maintenir l'état de la chromatine dans un état relâché et favoriser l'expression des gènes. Simplement ici, vous voyez que nos rats alcoolodépendants, lorsqu'on les traite avec cette molécule, on a une diminution de leur consommation d'alcool. On éteint complètement d'ailleurs cette forte motivation à consommer d'alcool au deuxième jour d'injection. Alors là, on est content parce qu'on se dit que ce n'est pas un effet pharmacologique au départ, c'est plutôt un effet ici qui peut nécessiter l'intervention de l'expression de certains gènes. Donc on pense que quand même ce qu'on observe ici, c'est lié à de l'expression génique. Et par contre, cette molécule ne marche pas du tout sur l'auto-administration de sucre. Donc là aussi, c'est un bon contrôle. Assez intéressant. Et puis on s'est dit, bon, on peut peut-être également avoir des effets périphériques secondaires, pas très intéressants. Donc on a injecté la molécule directement dans le cerveau de nos animaux. Et vous voyez, de manière assez intéressante, de manière dose dépendante, cette molécule réduit de manière efficace, et notamment surtout chez les rats alcoolodépendants, leur motivation à consommer l'alcool. Je vais conclure avec cette diapositive. Bon, quand on sait tout ça, et alors, je dirais, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Beaucoup de travail, c'est la question qu'on me pose souvent. Mais pourquoi vous travaillez sur l'alcool ? Pourquoi vous ne travaillez pas sur la cocaïne, etc. Est-ce qu'on ne sait pas tout de l'alcool ? Eh bien non, on ne sait pas tout. On ne sait pas comment ça se passe dans le cerveau. On a encore besoin d'améliorer nos modèles, puisque j'en ai pas parlé, mais il y a également toujours des limitations à la modélisation animale. Alors bon, je défends quand même mon beefsteak, et je vais dire qu'on a quand même un bon modèle préclinique. Ce n'est pas moi qui le dis, mais qui est reconnu à l'heure actuelle comme un modèle assez pertinent, puisqu'on retrouve différents symptômes qu'on observe chez l'homme. Alors j'aime à croire aussi qu'on parle de gold standard, ça j'aime bien, pourquoi pas. Chose qui est assez inquiétante, c'est qu'on n'a pas suffisamment de données chez les femelles dans ce modèle, je ne sais pas, on n'a pas encore trop d'études là-dessus, et puis c'est compliqué quand vous travaillez sur l'alcool et les femelles, parce que, juste pour la petite histoire, on a essayé de publier assez récemment des études qu'avec des femelles, eh bien, ce n'était pas facile à convaincre de ne pas travailler sur les mâles. Donc ça ne va pas être simple. Et puis, bon, je vous ai dit ici, il suffit de les passer dans la moulinette à l'inhalation et puis de regarder ce qui se passe ensuite. Bon, c'est pas aussi simple, puisque notamment le docteur Françoise Bauger avait montré à l'époque que tous les rats qui sortaient des enceintes d'inhalation n'avaient pas la même propension à boire de l'alcool. Donc là aussi, il nous reste un travail à faire, qui a déjà beaucoup avancé dans le domaine de la cocaïne, mais qui nous reste peut-être à élucider un petit peu ici. C'est est-ce que tous nos rats ensuite vont présenter le même type de dépendance ? Donc ça, c'est un petit peu embêtant parce que ça demande beaucoup d'animaux, beaucoup de manips. Pendant ce temps-là, on ne teste pas des molécules, donc on va gagner moins d'argent, etc. Mais en tout cas, ça reste beaucoup à faire. Et puis surtout, l'intérêt ici pour la pharmaco et les traitements, parce que vous avez vu qu'en général, alors là, je ne vous ai pas montré que toutes les molécules marchent, je vous ai donné des exemples de molécules qui marchent. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'à chaque fois, on a remarqué qu'on avait une différence de sensibilité pharmacologique de nos animaux dépendants comparativement à un animal non dépendant. Oui, parce qu'on a bien eu des neuroadaptations dans le cerveau qui font que l'animal va réagir différemment à la molécule. Et ça, c'est intéressant quand même de tester ça sur ce type d'animaux. Et ma dernière diapositive, je le jure, simplement, j'en profite pour dire qu'on recherche un chercheur postdoc. C'est assez difficile de trouver des chercheurs sur l'alcool.
notamment en France. Et en plus, là, il me faudrait un qui travaille sur l'enregistrement électrique des neurones. C'est pas simple. On est sur les réseaux sociaux, pour ceux que ça intéresse. On a beaucoup parlé des journalistes. C'est vrai que mes rats, maintenant, sont assez célèbres. Hein. Ils sont passés un petit peu partout. Il y a une chaîne de télé russe, la première chaîne qui est venue filmer toute une journée laboratoire. Ils étaient très intéressés. On a eu le magazine de la santé, Envoyé spécial, etc., etc., etc. Donc, pour ceux que ça intéresse, notamment en sciences humaines, si vous voulez voir des animaux qui travaillent pour obtenir de l'alcool, vous avez des petites vidéos en ligne. Donc, vous avez juste à taper Grappe Amiens et vous trouverez assez facilement toutes ces infos. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Donc, encore beaucoup